Dans les vastes étendues sauvages de Camargue, où les marais se mêlaient aux forêts denses, vivait un jeune garçon nommé Émile, dont l'histoire allait bientôt devenir légendaire dans toute la région. À 13 ans, il possédait déjà une connaissance remarquable de la nature qui l'entourait, un don hérité de ses parents, Mathieu et Claire, deux chercheurs environnementaux passionnés par la préservation de cet écosystème unique. Leur maison, une modeste demeure en pierre, se dressait à la lisière de la forêt, comme un point de rencontre entre le monde des hommes et celui de la nature. Les murs étaient tapissés de cartes détaillées de la région, de photos d'espèces rares et de dessins d'empreintes animales. Pour Émile, ces images n'étaient pas de simples décorations, mais des indices précieux pour comprendre le monde qui l'entourait. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Émile se réveillait au son des oiseaux. Il connaissait leur chant par cœur, le tri mélodieux du rossignol, le cri distinctif du héron, et même le rare chant du butor étoilé. Sa chambre, perchée au premier étage, offrait une vue imprenable sur la forêt qui semblait s'étendre à l'infini. Claire, sa mère, une femme aux cheveux auburn et au regard vif, passait ses journées à étudier les plantes médicinales de la région. Elle avait transmis à son fils sa passion pour la botanique, lui enseignant patiemment les propriétés de chaque herbe, de chaque fleur. Mathieu, son père, un homme grand et calme, se spécialisait dans l'étude des comportements animaux. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, dédiée à la protection de ce coin de paradis. Les week-ends étaient consacrés aux expéditions familiales. Émile adorait ces moments où, sac au dos, il partait explorer les recoins les plus reculés de leur territoire. Son père lui avait appris à lire les traces laissées par les animaux, à interpréter le mouvement des feuilles dans les arbres, à comprendre les messages cachés de la forêt. Sa mère lui montrait comment identifier les plantes comestibles, comment soigner une blessure avec des remèdes naturels, comment respecter l'équilibre fragile de la nature. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les marais, Émile était assis sur le perron de leur maison, dessinant dans son carnet les empreintes qu'il avait découvertes durant la journée. Claire s'approcha doucement et s'assit à ses côtés, admirant les croquis détaillés de son fils. « Tu as un don spécial, Émile, » murmura-t-elle en caressant ses cheveux. « Tu ne vois pas simplement la nature, tu la comprends. C'est rare, même parmi les chercheurs. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il savait que sa connexion avec la forêt était différente, plus intense que celle de la plupart des gens. Parfois, il avait l'impression que les arbres lui parlaient, que le vent lui murmurait des secrets, que la terre elle-même guidait ses pas. Ce qu'Émile ignorait encore, c'est que cette connexion allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La forêt qu'il connaissait si bien gardait des secrets, des ombres qui se mouvaient entre les arbres, des intentions cachées qui menaçaient de bouleverser la paix de leur sanctuaire naturel. Le soleil se levait à peine sur la Camargue lorsqu'Émile décida d'emprunter un sentier qu'il n'avait jamais exploré auparavant. L'air était encore frais, chargé des parfums de la rosée matinale et des herbes sauvages. Ce matin-là, quelque chose semblait différent dans l'atmosphère de la forêt. Les oiseaux, habituellement si bavards à cette heure, gardaient un silence inhabituel. Émile s'aventura plus loin que d'habitude, guidé par une curiosité inexplicable. Les rayons du soleil filtraient à travers la canopée, créant des motifs dansants sur le sol forestier. Il nota mentalement chaque détail du paysage, comme son père lui avait appris, les branches cassées, les touffes d'herbe aplaties, les traces fraîches dans la terre humide. Soudain, un son faible mais distinct attira son attention. Ce n'était pas le bruit habituel de la forêt, mais quelque chose de plus profond, plus urgent. Son cœur commença à battre plus fort tandis qu'il s'approchait prudemment de la source du bruit. Ce qu'il découvrit le figea sur place, un magnifique tigre, sa fourrure orange striée de noir luisant sous la lumière du matin, était pris dans un piège rudimentaire. L'animal majestueux leva les yeux vers lui, et Émile fut frappé par l'intensité de son regard. Ce n'était pas la férocité qu'il s'attendait à voir, mais une lueur de souffrance et de dignité mêlée. La patte avant du tigre était coincée dans le mécanisme cruel, et des traces de sang maculaient sa fourrure. Le premier instinct d'Émile fut de reculer, mais quelque chose le retint. Les enseignements de ses parents résonnèrent dans son esprit, chaque créature mérite notre compassion, notre respect. Il observa attentivement la situation, analysant le mécanisme du piège comme son père lui avait appris à le faire avec les équipements de recherche. « Tout va bien » murmura-t-il doucement en français, sachant que ce n'étaient pas les mots qui importaient mais le ton de sa voix. Le tigre maintint son regard fixé sur lui, comme s'il évaluait ses intentions. Émile remarqua que l'animal, malgré sa situation désespérée, ne montrait aucun signe d'agressivité. Avec des gestes lents et mesurés, il commença à s'approcher.
Chaque pas était calculé, chaque mouvement précautionneux. La sueur perlait sur son front tandis qu'il étudiait le mécanisme du piège. Il reconnut le système, similaire à ceux que ses parents lui avaient montrés dans leurs livres sur le braconnage. Utilisant les connaissances transmises par sa mère sur les plantes médicinales, il repéra rapidement quelques feuilles d'arnica qui pourraient aider à soulager la douleur. Il les recueillit soigneusement, les gardant à portée de main. Puis, centimètre par centimètre, il s'approcha du mécanisme. Le temps semblait s'être arrêté dans la forêt. Seuls les battements de son cœur et la respiration laborieuse du tigre brisaient le silence. Avec des mains tremblantes mais déterminées, Émile commença à manipuler le piège. Le tigre tressaillit légèrement, mais resta étonnamment calme, comme s'il comprenait que ce jeune humain tentait de l'aider. Alors qu'il travaillait sur le mécanisme, Émile remarqua d'autres détails troublants autour de lui. Des empreintes de bottes dans la boue, des branches coupées avec précision, des marques sur les arbres environnants. Ce piège n'était pas là par hasard. Quelqu'un avait soigneusement préparé cet endroit, et cette réalisation fit naître une nouvelle inquiétude dans l'esprit du jeune garçon. Les jours qui suivirent sa rencontre avec le tigre, Émile ne pouvait penser à rien d'autre. Chaque bruissement de feuilles, chaque ombre mouvante dans la forêt captait son attention. Il avait gardé le secret de cette rencontre, même vis-à-vis de ses parents, sentant instinctivement que moins de personnes seraient au courant, plus le tigre serait en sécurité. Un matin particulièrement brumeux, alors qu'il suivait son parcours habituel vers l'école, Émile découvrit quelque chose qui confirma ses pires craintes. Dissimulé sous un buisson d'aubépine, un carnet à la couverture usée attira son regard. Ses mains tremblèrent légèrement en le ramassant. À l'intérieur, des pages et des pages de notes détaillées, des coordonnées GPS, des croquis d'emplacements stratégiques dans la forêt, et plus inquiétant encore, des photos du tigre prises à différents moments. En feuilletant le carnet, son cœur se serra. Les notes étaient méticuleuses, professionnelles. Ce n'était pas l'œuvre d'amateurs, mais d'une organisation bien structurée. Certaines annotations étaient en français, d'autres dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Une carte particulièrement détaillée montrait des points rouges disséminés dans toute la région, des pièges, réalisa-t-il avec horreur. De retour à la maison ce soir-là, Émile observa ses parents avec un regard nouveau. Son père, penché sur ses rapports de recherche, et sa mère, triant ses échantillons de plantes, semblaient si paisibles, si loin du danger qui rôdait dans leur forêt bien-aimée. Il voulait leur parler, leur montrer le carnet, mais quelque chose le retenait. Une conversation qu'il avait surprise quelques mois plus tôt lui revint en mémoire, ses parents discutant à voix basse d'autres chercheurs qui avaient été menacés pour avoir dénoncé des activités illégales. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Émile prit une décision. Il devait agir, mais avec prudence. Il commença à cartographier mentalement les zones sûres de la forêt, les endroits où le tigre pourrait se cacher. Ces années d'exploration avec ses parents lui avaient donné une connaissance intime du terrain qu'aucune carte ne pouvait égaler. Le lendemain, prétextant une sortie pour son projet scolaire de sciences naturelles, il retourna dans la forêt. Cette fois, il observait tout avec un œil différent, cherchant les signes que ses parents lui avaient appris à repérer, branches cassées à hauteur d'homme, traces de véhicules, équipements abandonnés. Chaque découverte confirmait ses soupçons, les chasseurs n'avaient pas abandonné. Alors qu'il progressait silencieusement entre les arbres, un bruit de voix le fit se figer. Deux hommes discutaient non loin, leurs voix portées par le vent. Émile se glissa derrière un grand chêne, retenant sa respiration. Les voix se rapprochaient, et les mots devenaient plus distincts. Ils parlaient du tigre, de sa valeur, des acheteurs potentiels. Mais ce qui glaça le sang d'Émile fut d'entendre l'un d'eux mentionner la maison de ses parents comme un obstacle à éliminer. La révélation concernant la menace qui pesait sur sa famille poussa Émile à sortir de son silence. Ce soir-là, après le dîner, il rassembla son courage et montra le carnet à ses parents. Claire pâlit en examinant les pages, tandis que Mathieu serrait les poings, ses yeux parcourant frénétiquement les coordonnées inscrites. « Je connais ce type d'organisation, » murmura Mathieu, échangeant un regard inquiet avec Claire. « J'ai déjà croisé leur route dans les Pyrénées. Ils sont méthodiques, bien équipés, et ils ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. » Claire serra son fils dans ses bras, ses mains tremblant légèrement. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement. Émile leur raconta alors toute l'histoire, depuis sa rencontre avec le tigre jusqu'aux voix entendues dans la forêt. À sa grande surprise, ses parents l'écoutèrent sans l'interrompre, leur visage passant de l'inquiétude à la fierté.
« Tu as fait preuve d'un grand courage », dit Mathieu en posant une main sur l'épaule de son fils. « Mais maintenant, nous devons agir ensemble. Ces gens ne sont pas seulement une menace pour le tigre, mais pour tout l'écosystème que nous protégeons. » Les jours suivants furent consacrés à l'élaboration d'un plan. Claire contacta discrètement ses collègues biologistes de confiance, tandis que Mathieu commença à documenter chaque preuve d'activité suspecte dans la région. Émile, fort de sa connaissance du territoire, devint leurs yeux et leurs oreilles dans la forêt. Un matin, alors qu'il suivait un nouveau sentier, Émile rencontra Jean-Pierre, un garde forestier qu'il connaissait depuis son enfance. L'homme semblait différent, plus nerveux que d'habitude. Il posa beaucoup de questions sur les activités de ses parents, prétextant une enquête de routine. Quelque chose dans son comportement mit Émile mal à l'aise. De retour chez lui, il partagea ses doutes avec ses parents. Jean-Pierre n'a jamais été aussi curieux auparavant, expliqua-t-il. Claire et Mathieu échangèrent un regard entendu. Ils avaient appris à faire confiance à l'intuition de leur fils concernant la forêt. Cette nuit-là, un bruit étrange réveilla Émile. Se glissant jusqu'à sa fenêtre, il aperçut une silhouette qui se faufilait entre les arbres, une lampe torche à la main. Son cœur fit un bond quand il reconnut la démarche caractéristique de Jean-Pierre. Le garde forestier semblait cartographier les environs de leur maison. Sans faire de bruit, Émile descendit prévenir ses parents. Mathieu était déjà debout, observant lui aussi l'intrus à travers les rideaux. « Il faut accélérer notre plan », chuchota-t-il. « Nous ne pouvons plus attendre. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, Émile retourna dans la forêt, cette fois avec un objectif précis. Il devait retrouver le tigre avant les chasseurs. Son père lui avait confié un petit appareil photo étanche, capable de prendre des clichés même dans la pénombre. Chaque preuve compte, lui avait-il dit. Mais sois prudent, très prudent. L'aube n'était pas encore levée lorsqu'Émile s'enfonça dans la forêt, le cœur battant mais déterminé. Les premiers rayons du soleil commençaient à peine à percer la canopée, créant des ombres mouvantes entre les arbres. Il suivait les traces du tigre, utilisant toutes les techniques que ses parents lui avaient enseignées au fil des années. Soudain, un craquement sec brisa le silence matinal. Émile se figea, tous ses sens en alerte. À quelques mètres de là, il aperçut le tigre, plus maigre qu'avant mais toujours aussi majestueux. L'animal le regarda fixement, comme s'il le reconnaissait. Sa blessure à la patte s'était partiellement guérie, mais il boitait encore légèrement. Sans hésiter, Émile sortit de son sac les herbes médicinales que sa mère avait préparées. Avec des gestes lents et précis, il s'approcha de l'animal. Le tigre, contre toute attente, resta immobile, permettant au jeune garçon de soigner sa blessure. Ce moment de confiance fut interrompu par le bruit distant d'un moteur. Les chasseurs approchaient. Émile pouvait entendre leur voix qui se rapprochait, accompagnée du crissement des pneus sur le chemin forestier. Le tigre se tendit, ses muscles puissants prêts à bondir. Émile savait qu'il devait agir vite. Guidé par son instinct et sa connaissance du terrain, il conduisit le tigre vers une zone plus dense de la forêt, où les véhicules ne pouvaient pas passer. Les voix se rapprochaient dangereusement. Parmi elles, il reconnut celle de Jean-Pierre, confirmant ses soupçons sur la trahison du garde forestier. Au même moment, son téléphone vibra silencieusement dans sa poche. Un message de son père, les renforts arrivent. Tiens bon. Mathieu avait contacté non seulement les autorités mais aussi une équipe de protection de la faune sauvage. Il n'attendait plus que les preuves qu'Émile était en train de rassembler. Caché derrière un épais buisson, l'appareil photo en main, Émile commença à documenter la scène qui se déroulait devant lui. Les chasseurs, équipés de matériel sophistiqué, installaient de nouveaux pièges. Jean-Pierre les guidait, pointant du doigt les endroits stratégiques. Chaque clic de l'appareil photo capturait une nouvelle preuve de leur activité illégale. Le tigre, toujours à ses côtés, restait étrangement calme, comme s'il comprenait l'importance du moment. Ses yeux dorés fixaient les intrus, mais il ne bougeait pas, ne grondait pas. Cette complicité silencieuse entre l'animal et l'enfant créait un tableau surréaliste dans la pénombre de la forêt. Soudain, un des chasseurs se tourna dans leur direction. Émile retint son souffle. Le tigre se tapit un peu plus contre le sol, ses muscles tendus comme des ressorts. Les secondes s'écoulaient comme des heures. Le chasseur fit quelques pas dans leur direction, son fusil à tranquillisant prêt à tirer. C'est alors qu'une sirène retentit au loin, suivie par le bruit caractéristique des hélicoptères. Les renforts arrivaient enfin. Les chasseurs se figèrent,
pris au piège comme les animaux qu'il traquait. Jean-Pierre tenta de s'enfuir, mais il fut rapidement cerné par les autorités qui émergeaient de tous côtés. Les semaines qui suivirent l'arrestation des chasseurs transformèrent complètement la vie dans la réserve de Camargue. L'histoire d'Émile, du tigre et de la lutte pour protéger la forêt fit le tour de la région, inspirant d'autres jeunes à s'engager dans la protection de l'environnement. Claire et Mathieu furent félicités par leurs collègues du monde entier pour leur courage et leur détermination. Leur travail de recherche prit une nouvelle dimension, ils créèrent un programme de surveillance impliquant les habitants locaux, transformant chaque promeneur en gardien potentiel de la forêt. Le tigre, soigné par une équipe de vétérinaires spécialisés, fut transféré dans une zone protégée de la réserve. Contre toute attente, il ne quitta pas la région. Les caméras de surveillance installées par les chercheurs le montraient régulièrement, patrouillant son territoire comme un gardien silencieux. Parfois, lors de ses expéditions dans la forêt, Émile l'apercevait de loin, leurs regards se croisaient brièvement, rappelant leur lien unique. Jean-Pierre et les chasseurs furent traduits en justice, leur révélation permettant de démanteler un vaste réseau de trafic d'animaux sauvages. Les preuves photographiques d'Émile jouèrent un rôle crucial dans leur condamnation. Le carnet qu'il avait trouvé devint une pièce maîtresse du dossier, révélant des connexions avec d'autres organisations criminelles à travers l'Europe. Un matin d'automne, alors qu'Émile guidait un groupe d'écoliers dans la forêt dans le cadre du nouveau programme éducatif de la réserve, il s'arrêta près de l'endroit où il avait rencontré le tigre pour la première fois. Les enfants l'écoutaient, fascinés, tandis qu'il leur expliquait l'importance de protéger chaque créature, chaque plante, chaque parcelle de cette terre précieuse. La forêt nous parle, expliqua-t-il aux enfants émerveillés. Elle nous raconte des histoires de courage, d'amitié et de persévérance. Chacun d'entre nous peut devenir son protecteur, son gardien. Il suffit d'écouter, d'observer et d'agir. Le soir venu, assis sur le perron de leur maison, Émile et ses parents contemplaient le coucher du soleil sur leur forêt bien-aimée. Claire posa une main sur l'épaule de son fils, « Tu nous as appris quelque chose d'important, Émile. Le courage n'a pas d'âge, et la protection de la nature est l'affaire de tous. » Mathieu ajouta en souriant, « Ta connexion avec la forêt, ta capacité à comprendre ses secrets. C'est un don précieux. Continue à le partager avec les autres. » Dans le lointain, un rugissement familier résonna, comme pour approuver ses paroles. Émile sourit, sachant que quelque part dans l'obscurité, son ami félin veillait sur leur sanctuaire commun. Astérisque, chers auditeurs, l'histoire d'Émile et du tigre de Camargue nous rappelle que chacun d'entre nous peut faire la différence dans la protection de notre environnement. Si cette aventure extraordinaire vous a touché, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de passionnés de la nature. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de courage et de préservation de la nature. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Ensemble, comme Émile, nous pouvons devenir les gardiens de nos trésors naturels. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires, astérisque fin de l'histoire.